Bon, eh bien, bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler des carcinomes mésonéphriques like de l'ovaire. Alors tout d'abord un petit point d'embryologie, tout commence c'est à partir de la sixième semaine de vie, puisque entre les hommes et les femmes il n'y a aucune différence avant cette date fatidique, et c'est ensuite que chez l'homme on va avoir la sécrétion de testostérone qui va favoriser la persistance des canaux de Wolff et qui va faire régresser les canaux mullériens. Tandis que chez la femme, bien, il n'y a pas de sécrétion de testostérone, donc les canaux de Wolff vont régresser par eux-mêmes et les canaux mullériens vont eux persister. Ensuite, un petit mot, là cette fois-ci c'est plus d'étymologie, donc les canaux mullériens font partie en fait du paramésonéphrique, tandis que les canaux de Wolff, eux, sont mésonéphriques. Et j'insiste dessus pourquoi? Parce que dans le col utérin, on va voir ce qu'on appelle les carcinomes mésonéphriques. Donc les carcinomes mésonéphriques du col utérin, eh bien ils sont liés aux vestiges wolffiens, donc c'est quelque chose qui est lié au canaux de Wolff, tandis que le carcinome mésonéphrique like de l'ovaire, ben, il y a le mot like dedans, donc en fait c'est simplement, on pense que c'est lié au canaux mullériens, mais ça a la forme comme les carcinomes mésonéphriques du col utérin, et donc c'est pour ça qu'on a ce mésonéphrique like qui vient se rajouter, mais on pense que c'est plutôt d'origine mullérienne, et pourquoi? Tout simplement parce que c'est comme pour les tumeurs séromucineuses, comme pour les tumeurs endométrioïdes et comme pour les carcinomes acénucléaires, c'est des tumeurs qui sont liées à l'endométriose. C'est des tumeurs aussi qui arrivent après la ménopause. Et comme d'habitude, c'est des tumeurs qui peuvent se déclarer par des douleurs abdominales ou par des masses abdominales. Ensuite, un petit point d'épidémiologie, les carcinomes mésonéphriques like eh bien, représentent vraiment même pas 1% de toutes les tumeurs épithéliales ovariennes. Vous notez, j'ai bien dit carcinome mésonéphrique like, car les cystadénomes mésonéphriques ou alors les tumeurs mésonéphriques like borderline n'existent pas. On n'utilise que le terme carcinome pour ces dernières. Place maintenant un petit peu de morphologie. Donc à faible grossissement, on observe principalement une prolifération tumorale d'architecture ici glandulaire, mais on peut aussi très bien avoir des aspects plus solides, trabéculaires, gloméruloïdes, voire même réticulés. À noter, les atypistes nucléaires dans ces tumeurs, elles sont plutôt rares. Et en fait, le piège de ces tumeurs, bah, c'est que le carcinome mésonéphrique-like dans les tumeurs ovariennes, on n'y pense pas tout de suite. Et là, devant un aspect comme celui-ci, on va principalement plutôt penser eh bien, à un carcinome endométrioïde. Et ce qui va nous aider, ce qui va nous remettre sur le droit chemin, c'est l'immunohistochimie, puisque les récepteurs hormonaux dans ces tumeurs, ils sont négatifs. Et qu'à contrario, on va avoir par exemple des marqueurs comme TTF1 ou comme le GATA3 qui vont être positifs. On a aussi un autre marqueur qui est intéressant, c'est le CD10. Le CD10 qui peut être soit positif de manière assez diffuse, soit comme ici, et là on le voit très bien, on va avoir un marquage plutôt apical dans ces tumeurs. Alors ensuite, on va passer encore une fois sur un autre carcinome mésonéphrique-like, histoire d'avoir les images bien en tête. Encore une fois, on retrouve cette architecture glandulaire. On voit que les glandes, elles sont vraiment de tout petit calibre. On a de la sécrétion éosinophile au sein des glandes, donc ça c'est un point important qui peut nous aider. Et comme j'ai dit, c'est des espèces de toutes petites glandes, ce qui va former un peu un aspect de loin, on pourrait dire en tamis, comme ceci. Enfin, et ça c'est le point extrêmement important au niveau cytologique de ces tumeurs, c'est qu'en fait ça va nous faire penser au carcinome papillaire de la thyroïde. Pourquoi? Parce que tout simplement on va voir, comme par exemple ici là c'est beau, on voit qu'on a un empilement en pile d'assiettes de nos noyaux. On peut aussi voir une clarification de nos noyaux, parfois des noyaux incisurés du fait justement de la perte de la sphéricité de nos noyaux, et parfois même des espèces de pseudo-inclusions. Donc ça va vraiment avoir une vraie cytologie de carcinome papillaire de la thyroïde. Ensuite, le PAC8 est positif au sein de ces tumeurs, WT1 négatif, TTF1 comme j'ai dit tout à l'heure positif, GATA3 positif. On peut avoir encore une fois, il est beau celui-là aussi, le CD10 plutôt apical. Et les marqueurs MSU sont conservés. Donc je récapitule, TTF1 GATA3 positif, même si parfois le TTF1 peut être négatif, le GATA3 aussi d'ailleurs, hein. PAC8 positif, le CD10 positif, avec parfois souvent même un marquage plutôt apical, WT1 négatif, et ce qui va surtout nous aider, c'est les récepteurs hormonaux qui vont être négatifs. Puisqu'au début, sur ce genre de tumeur, on peut plutôt penser à un carcinome endométrioïde, et c'est la négativité des récepteurs hormonaux qui doit nous orienter vers un carcinome mésonéphrique. La P53 est toujours de phénotype sauvage,
et on a un profil PMMR. Les diagnostics différentiels de cette tumeur, c'est principalement, comme j'ai dit, le carcinome endométrioïde et le carcinome séreux de haut grade. Donc pour l'endométrioïde, ce qui va nous aider, c'est les récepteurs hormonaux, le principal. Après, TTF1, GATA3 peuvent également nous aider. Et la présence ou non de métaplasie malpighienne ou de métaplasie mucineuse, qui va plutôt nous orienter vers l'endométrioïde. Et le deuxième point, c'est le carcinome séreux de haut grade. Le carcinome séreux de haut grade, ce qui va nous aider à faire la différence, c'est le pléomorphisme, c'est les atypies histonucléaires, c'est les mitoses atypiques qui sont principalement dans le carcinome séreux de haut grade, mais pas dans le carcinome mésonéphrique-like. C'est les calcifications, qui sont assez présentes dans les carcinomes séreux de haut grade et absentes dans le mésonéphrique. Et le WT1, la P53, qui peuvent également nous aider. La biologie moléculaire, elle est principalement liée à KRAS dans près de 90% des cas. Et pour conclure, donc c'est une tumeur qui est extrêmement rare, comme j'ai dit, c'est moins de 1% des lésions épithéliales. À plus fort grossissement, les noyaux, et ça c'est important, on a l'impression en fait d'avoir affaire à un carcinome papillaire de la thyroïde. Pensez à faire TTF1 et GATA3 quand on est face à une tumeur d'allure endométrioïde, mais où les récepteurs hormonaux sont négatifs. Et enfin, c'est une tumeur par contre qui est quand même de haut grade par définition. Voici la bibliographie, merci à tous et bonne journée.